Bismillahirrahmanirrahim. On engendre le deuxième chapitre en cardiologie qui sera dédié sur les thérapeutiques. Et notre première classe thérapeutique, notre premier cours, c'est sur les diurétiques. C'est le cours de Dr Bouziri. Toujours, vous allez retrouver tous ces supports dans la description quand vous êtes habitué. Et on commence notre cours. Donc, dans ce cours, on va suivre le plan suivant. On va voir une introduction sur les diurétiques, un rappel physiologique sur la rétention hydrosodée. Toujours on passe de tout ce qui est physiologique vers la pathologie. Le mode d'action des diurétiques. Après ça, on va voir la présentation de deux grandes classes de diurétiques. On va voir premièrement les diurétiques hypokalimiants, qui sont les plus puissants. On va voir les diurétiques de Lens, les diurétiques thiazidiques. Suite à ça, la deuxième grande classe thérapeutique, les diurétiques hyperkalimiants. Et troisièmement, on va voir l'association des diurétiques. Pourquoi on va faire l'association de ces deux? C'est ce qu'on va détailler de ce cours. On finira par l'indication des diurétiques, leur effet secondaire et leur contre-indication comme toute classe thérapeutique. Donc, c'est le plan qu'on va suivre presque dans tous les cours concernant les thérapeutiques. Donc, premièrement, comme introduction, donc les diurétiques, leur but thérapeutique en cardiologie, c'est quoi? C'est d'accroître l'élimination du sodium et de l'eau. Donc, si on vous pose la question, le but des diurétiques, c'est de diminuer ou bien de lutter contre quoi? Contre la rétention hydrosodée, c'est ce qu'on va voir dans le rappel physiologique. Donc, lutter contre ou bien accroître l'élimination du sodium et de l'eau, bien sûr, c'est la physiologie. Lutter contre l'expansion des volumes des liquides, faites attention, extracellulaires. On est en train de lutter contre les œdèmes. Donc, c'est pour ça, ce sont les traitements de l'insuffisance cardiaque, traitement des œdèmes et traitement de l'hypertension artérielle. Donc, diurétiques, une grande classe thérapeutique qui sont prescrits si on vous pose la question. Premièrement, donc, quelles sont les indications du diurétique? Premièrement, l'insuffisance cardiaque, première indication. Deuxièmement, les œdèmes. On va voir ça dans les indications. Et troisième grande indication, donc c'est l'hypertension artérielle. Donc HTA, œdème qui est dû à l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance cardiaque elle-même. Et je répète, le but thérapeutique c'est de lutter contre la rétention hydrosodée. Donc essentiellement, ils sont inhibiteurs de la réabsorption du sodium. Donc on parlera de effet, ou bien c'est le nom, leur nom c'est les natriurétiques, ou bien gardez-vous en tête la deuxième terminologie, c'est les salés diurétiques. Donc on parlera de pouvoir natriurétique ou d'un pouvoir diurétique. Ces diurétiques agissent tout le long du néphron. Donc, et gardez-vous en tête, c'est pas seulement le sodium qui va être éliminé, mais aussi les autres composants d'urine primitive. Donc les diurétiques, ce sont des molécules qui vont agir sur la composante d'urine primitive. Ils vont agir au niveau du néphron. Donc c'est le sodium qui est, je répète, l'anion à éliminer. Mais aussi le chlore et le potassium peut être aussi éliminés ou modifiés par ces diurétiques. Donc deuxièmement, on passe à la physiologie, rappel physiologique. Donc c'est tout au long du néphron qu'on va voir l'effet de ces diurétiques. Donc la régulation concerne l'urine primitive, donc le sodium, le chlore, le potassium et de l'eau. Donc après avoir été filtré par le glomérule, ce que vous voyez à droite, donc c'est la physiologie de filtration glomérulaire. Donc il s'agit de 3 majeurs lieux ou bien 4 majeurs lieux pour la réabsorption du sodium et de chlore et de l'eau filtrée. On a premièrement le tube contourné proximal, donc où il s'agit d'environ 65% de la réabsorption de l'eau. On a deuxièmement sur la branche ascendante de Henle. Donc deuxièmement, là voilà la branche ascendante de Henle. Donc c'est illustré là en mauve. Troisième segment, donc c'est le segment proximal du tube contourné distal, donc ce qui est un peu en haut. Et dernièrement, c'est au niveau du tube contourné distal ou du tube collecteur. Donc on a 3 ou bien 4 majeures localisations de la réabsorption de l'eau. On répète, donc premièrement la partie ascendante ou bien la partie
proximale du tube contourné proximal, 65% de l'eau qui va être réabsorbée à ce niveau, premièrement. On a deuxièmement la partie ascendante, ce que vous voyez là, la partie ascendante de l'anse de Henle, c'est le lieu de l'action du diurétique de l'anse. On a troisièmement le lieu d'action des thiazidiques, c'est au niveau de la partie proximale du tube contourné distal, donc 3. Ce que vous voyez, c'est le lieu d'action des diurétiques thiazidiques. Donc, ce sont les classes thérapeutiques qu'on va voir aujourd'hui. Et dernièrement, c'est au niveau du tube collecteur cortical et c'est le lieu d'action des épargneurs des potassium. Maintenant en détail, donc premièrement, premier lieu de réabsorption du sodium, le tête de liste, c'est au niveau du tube contourné proximal. C'est le lieu d'action des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Donc à ce niveau, c'est la plus grande quantité de sodium qui va être réabsorbée. Donc si on vous pose la question, quel est le lieu de la réabsorption majoritaire du sodium, c'est au niveau du tube contourné proximal à 65%. Donc 2/3 de l'ultrafiltrat glomérulaire ou bien de l'urine primitive, faites attention, avec les chlorures de sodium et le bicarbonate, ils sont réabsorbés de façon qui est iso-osmotique ou bien passive par rapport au plasma. Donc je répète, le premier lieu de réabsorption du sodium, de bicarbonate, de chlorure. Donc on insiste toujours sur la physiologie pour mieux comprendre, mieux passer vers la pathologie. Donc c'est au niveau du tube contourné proximal qu'on va voir la réabsorption de 65% de l'ultrafiltrat glomérulaire qui se fait. Faites attention au terme, c'est à noter de façon iso-osmotique. Donc les médicaments qui vont acter à ce niveau, c'est l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre cours, c'est les 3 autres lieux de réabsorption. Ce qui nous intéresse, c'est la branche ascendante de l'anse de Henle, on répète, qui est le lieu d'action des diurétiques de l'anse. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le segment proximal du tube contourné distal, 3. Donc c'est le lieu d'action des diurétiques thiazidiques. Et troisièmement, au niveau du tube collecteur, on va voir la notion des diurétiques épargneurs de potassium. Donc deuxièmement, au niveau de la branche ascendante de Henle, si on vous pose la question, donc là, vous allez voir une réabsorption de 25% de sodium, comme dans l'illustration, mais sans réabsorption de l'eau. Donc il s'agit quoi? Donc c'est le segment de concentration. Il s'agit de l'existence d'un gradient cortico-papillaire. Donc la formation des urines passe par plusieurs étapes. Premièrement, au niveau du tube contourné proximal, presque la totalité de réabsorption. Deuxièmement, au niveau de l'anse de Henle, on va avoir une concentration des urines. Donc 25% de sodium qui vont réabsorber avec la formation, faites attention à ce terme, un gradient cortico-papillaire. Troisième lieu, donc en haut, troisièmement, et c'est le lieu d'action du diurétique thiazidique, c'est le segment proximal du tube contourné distal. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va se passer? Une réabsorption de chlore et de sodium du contenu tubulaire qui va être hypotonique. Donc, au niveau de la branche ascendante de Henle, si on vous pose la question, c'est le segment de concentration ou bien de la concentration des urines. Par contre, au niveau de l'anse ou bien au niveau de la partie proximale du tube contourné distal, il s'agit d'une hypotonie de ces urines. Donc, c'est pour cela qu'on appelle le lieu d'action du diurétique thiazidique le segment de dilution. Dernièrement et quatrièmement, donc au niveau du tube collecteur, ou bien au niveau du tube contourné distal, donc c'est à ce niveau qu'il s'agit d'une réabsorption finale de quantité de sodium, mais elle est minime. Donc entre 1 à 2% de sodium va être absorbé au niveau de ce tube collecteur. C'est pour cela qu'on dit que les diurétiques qui vont agir à ce niveau sont du diurétique avec un pouvoir salidiurétique qui est faible, ou bien natriurétique qui est faible. C'est les diurétiques de l'anse qui sont les plus puissants, réabsorption de 25% de sodium, suivi par les diurétiques thiazidiques au niveau de tubule distal, c'est 6 à 8% de sodium qui va être réabsorbé à ce niveau. Et dernièrement, les diurétiques épargneurs de potassium, donc ils ont un pouvoir qui est salidiurétique ou bien un pouvoir salidiurétique natriurétique qui est très faible, mais ils sont épargneurs de potassium. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, ce sont des diurétiques qui sont hypokalimiants. Donc, d'après cette introduction, donc, vous savez maintenant que les diurétiques hypokalimiants sont les diurétiques de Lens et les thiazidiques. Et ce sont les plus puissants. Premièrement, diurétique de Lens a 25% de pouvoir d'absorption. Deuxièmement, les thiazidiques, 6 à 8% de sodium total, il est réabsorbé à ce niveau. Et les diurétiques épargneurs de potassium qui sont la classe, donc il y a un pouvoir salidiurétique qui est faible, mais ils sont hyperkalimiants. Et on va voir pourquoi on a ces deux classes thérapeutiques et pourquoi on va faire l'association de ces deux classes des diurétiques au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cours. Donc, 3 localisations à retenir d'après ce rappel physiologique. Premièrement, le segment ou bien la partie ascendante du diurétique de Lens, le segment de concentration, 25% de la réabsorption totale de sodium. Vous allez noter à ce point-là, je répète, des diurétiques qui ont un pouvoir, le salidiurétique le plus puissant. Deuxièmement, au niveau du deuxième segment qui est le tubule distal, le lieu d'action des diurétiques thiazidiques, deuxième classe en cas de puissance, 6 à 8% de sodium qui va être réabsorbé là. Et il s'agit des urines qui vont être hypotoniques. Et on appelle ce dernier, faites attention, j'espère que vous êtes en train de noter tous ces points forts, un segment de dilution. Dernièrement, les classes thérapeutiques ou bien les diurétiques qui sont hyperkalimiants, épargneurs de potassium, ils vont agir au niveau du tubule collecteur ou bien du tube contourné distal. Dans ce dernier, donc ces diurétiques, ils ont un pouvoir salidiurétique qui est faible, mais ils sont hyperkalimiants et la réabsorption là, faites attention, elle se fait de façon qui est passive. Donc il ne s'agit pas dans ce dernier segment de réabsorption de chlore et ce déséquilibre de charge est compensé par l'élimination des ions de potassium. Donc ce qui explique que les diurétiques, ils sont hypokalimiants. Donc c'est l'élimination des ions de potassium. Donc cette perméabilité de l'épithélium tubulaire qui est régulée par donc, un autre facteur, c'est l'aldostérone. Donc l'absorption, elle est contrôlée par plusieurs facteurs. Donc c'est au cours, ou bien c'est le segment du néphron qui est ciblé par ces diurétiques, soit Lens, soit le tube distal, voire le tube collecteur. Et deuxièmement, c'est l'implication ou non de l'aldostérone, qui est un minéralocorticoïde. Le rôle, c'est la réabsorption de sodium avec l'élimination de potassium. S'il s'agit de la sollicitation de l'aldostérone, on va voir des diurétiques qui sont hypokalimiants. Et s'il ne s'agit pas d'implication de ce dernier, de ce aldostérone, cette minéralocorticoïde, donc on va voir des diurétiques qui ont un effet donc épargneur de potassium ou bien hyperkalimiant. Sur ces critères, on a une classification de ces diurétiques. On peut les classer sur, premièrement, leur mécanisme d'action et deuxièmement sur leur effet concernant la calémie. Donc, pour la première classification, on a, concernant leur lieu d'action, on a premièrement les diurétiques de Lens, comme on avait dit. Donc, si on vous pose la question, leur zone d'action principale, c'est la branche ascendante de Lens de Henle, premièrement. Deuxièmement, on a les diurétiques thiazidiques et leurs apparentés. Ils vont agir donc au niveau du segment proximal du type distal. Donc ce sont les deuxièmes en puissance. Donc les premiers avec le pouvoir salidiurétique le plus puissant, c'est diurétiques de Lens. Deuxièmement, les diurétiques thiazidiques. Et on peut rajouter les antagonistes spécifiques de l'aldostérone. Donc ça c'est premièrement concernant leur mode d'action. Donc, diurétique de Lens, diurétique thiazidique, des antagonistes directs de l'aldostérone et on n'oublie pas les diurétiques d'action tubulaire directe. Donc, ils vont agir au niveau de segment distal ou bien du tube collecteur. Donc, ce schéma, qu'on a vu précédemment avec détail. Deuxièmement, le titre le plus important, ou bien une autre classification très importante, c'est concernant leur effet, soit hyperkalimiant ou bien hypokalimiant. Là, vous voyez le furosemide, qui est la classe médicamenteuse. Donc, tête de liste des diurétiques de Lens, on va voir dans la deuxième partie. Deuxième classification, c'est concernant leur effet. Est-ce qu'on a des diurétiques qui sont hypokalimiants? Donc, si on vous pose la question, quels sont les diurétiques hypokalimiants? Ce sont les deux plus puissants.
Les deux premiers, ce sont les diurétiques de lance. Tête de liste, je répète, c'est le furosémide. Et deuxièmement, les diurétiques thiazidiques et leur apparenté thiazidique. Donc, ce sont des deux diurétiques qui sont les plus puissants, avec un pouvoir salidiurétique qui est très fort, mais ils sont des diurétiques hypokalimiants. Par contre, les deuxièmes, ou bien la deuxième classe thérapeutique, ce sont les diurétiques épargneurs de potassium. Épargneur veut dire garder du potassium. Donc, ce sont des diurétiques hyperkalimiants. Ce sont, je répète, les antagonistes spécifiques directs de l'aldostérone. Et deuxièmement, les diurétiques à action tubulaire directe. Notez-vous bien, ces deux derniers, ce sont des diurétiques avec un pouvoir salidiurétique qui est faible. Mais faites attention, ils ont leur indication, car ils sont des diurétiques qui sont hyperkalimiants. On va voir dans la partie prochaine l'association ou bien l'indication d'association des diurétiques, soit premièrement par leur effet salidiurétique ou bien natriurétique, ou bien deuxièmement par leur effet sur le potassium. Donc, surtout les épargneurs de potassium en cas d'hypocalémie, ces derniers ils sont hyperkalimiants. Donc, on arrêtera notre première partie là. On va voir dans la deuxième partie prochainement les diurétiques hypokalimiants. On va détailler les diurétiques de lance et les diurétiques thiazidiques. Et bien sûr, on va voir les diurétiques hyperkalimiants, l'association de ce dernier avec l'indication et les contre-indications de cette classe thérapeutique. On va continuer ce cours très prochainement. Merci pour votre attention toujours et à la prochaine.